Bonjour à tous, moi c'est Madeleine, je suis maman de jumelles et créatrice du podcast Jumeaux, triplés et plus, parents, la parole est à vous. Ici, on parle de nos parcours de parents et futurs parents de multiples, librement, sans tabou, avec bienveillance et surtout, je l'espère, avec beaucoup d'humour. Grossesse, accouchement, néonat, retour à la maison, gestion du quotidien, on se dit tout, on partage tout, les galères comme les victoires. Au programme, des discussions avec des parents et des entretiens avec des professionnels pour mieux comprendre et aborder plus sereinement cette aventure unique. Alors si ça te tente, n'hésite pas à t'abonner et à me suivre sur la page Instagram jumeaux, triplés et plus. Et maintenant que c'est fait, reste avec moi, c'est parti. Salut les super parents, je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Sarah, maman de 3 enfants, Olivia, 8 ans, et Lino et Saul, ses jumeaux Bibi de 5 ans. Avec beaucoup de sincérité et d'humour, Sarah revient sur l'annonce surprise de sa grossesse gémellaire, entre choc et joie, son accouchement déclenché et ses premiers instants pleins d'émotions avec ses jumeaux, le retour à la maison, chamboulé par le Covid et les confinements, le postpartum et l'importance de prendre du temps pour soi et pour son couple, la relation entre ces garçons, leur entrée à l'école et la gestion des activités extrascolaires, et la relation avec leur sœur. Un épisode riche, plein de partage, que j'ai adoré enregistrer et que j'ai hâte de vous faire découvrir. Salut Sarah, comment tu vas? Salut Madeleine, ça va, très bien, ravie d'être là avec toi. C'est partagé. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation et je suis très contente de t'avoir avec moi parce que j'ai plein de questions à te poser et j'espère que on pourra aborder tout un tas de sujets. Avec plaisir. Je t'écoute. Eh ben, je te propose de démarrer avec cette première question. Comment as-tu su que tu étais enceinte de jumeaux et comment tu as reçu cette annonce? Assez drôle rétrospectivement. J'étais enceinte de 6 semaines, donc c'était tout neuf. Et j'avais pris rendez-vous pour aller chez ma sage-femme pour le premier rendez-vous. Où, on calcule juste la date prévue d'accouchement. Elle nous prescrit une prise de sang. Enfin, je n'attendais rien de ce rendez-vous de spécial. Donc, j'y suis allée seule sans mon conjoint. Donc, je suis arrivée au rendez-vous et je me suis allongée sur la table d'examen. Et vraiment, je peinais. Et elle me dit, bah alors, ça va pas? Je lui dis, ah, je suis vraiment pas bien. Je suis fatiguée, j'ai la nausée. Elle me dit, bon, on va regarder ce qui se passe. Je viens d'acheter un petit appareil pour faire les échos. Moi, j'étais ravie. Et elle a posé la sonde sur mon ventre. Et là, j'ai directement vu. En fait, c'était ma deuxième grossesse. J'avais déjà eu une fille avant, donc j'avais déjà vécu ces moments-là. J'ai reconnu, du coup, tout de suite, les deux poches. J'ai vu deux ronds noirs avec deux petits machins blancs au milieu. Et tout de suite, je lui dis, oh, mais il y en a deux. Et elle me dit, attends, attendez. Maintenant, elle me tutoie, mais à l'époque, elle me dit, bah, attendez, je regarde parce que effectivement, il y a deux poches. On dirait qu'il y a deux embryons, mais j'ai l'impression qu'il y en a un. Enfin, je suis pas sûre. Bref, elle était un peu vague, mais au bout de quelques secondes, en fait, elle trouvait pas le rythme cardiaque d'un des embryons. Elle a fini par le trouver et elle m'a dit, bah oui, effectivement, il y en a deux. Et puis, il y a deux rythmes, il y a deux bébés. Ça a été une énorme surprise. J'avais jamais envisagé que ça puisse arriver. Enfin, pour moi, ça n'existait pas. C'est comme le loto. Il y a des gens qui gagnent au loto, mais c'est les autres gens. Je suis tombée des nues. C'était quelque chose, ouais, qui était complètement impossible pour moi. Enfin, ça m'avait même pas traversé l'esprit. C'était une énorme claque en fait. Je me suis mise instantanément à pleurer assez fort, mais je peux pas te dire pourquoi. Enfin, j'étais pas triste, j'étais choquée en fait. Et donc la sage-femme me dit mais vous inquiétez pas, laissez-vous pleurer, ça arrive souvent, surtout quand c'est pas la première grossesse, c'est normal. Et elle m'a rassurée tout de suite quoi. Dans vos familles respectives, il y avait des jumeaux. Non, personne qu'on connaissait, personne de proche dans notre famille. C'est pour ça qu'à aucun moment on s'est dit que ça pouvait nous arriver quoi. Ouais non, c'était vraiment l'énorme surprise. Et ton Et, conjoint, il a et, réagi et comment du coup? bah, je ris parce qu'en fait, donc elle finit de m'examiner et puis elle me dit bon, je vais vous dire des trucs là, mais vous allez pas les retenir. Donc la priorité, c'est appeler votre conjoint, vous inscrire à la maternité et puis dans quelques jours, on se rappelle et je vous redis ce que je vais vous dire dans 2 minutes parce que là, vous avez probablement pas les idées claires et vous allez pas retenir. Moi, je pleure, je pleure, je pleure, je sors du rendez-vous. Et là, j'appelle mon conjoint qui était au boulot. Il faut savoir que quelques années avant, j'avais fait une fausse couche que j'avais assez mal vécue. Et donc là, je l'appelle, il décroche, il m'entend sangloter au téléphone.
Et donc lui, il a cru qu'il y avait encore un problème avec la grossesse et je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Et donc en pleurant, je lui dis, mais en fait, il y en a deux. Et je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et il me dit, mais c'est génial! Je dis, ah bon? Il me dit, mais oui, mais c'est trop bien. Je lui dis, mais non, mais comment on va faire? Ça va être trop dur et tout. Vraiment, je pleurais. Mais non, mais c'est génial! On s'aime, on est heureux, tout va bien. C'est qu'une histoire d'organisation et de logistique. T'inquiète. Bon, je te laisse, j'ai un client qui arrive. Allez, bisous, à ce soir. Il a accroché. Et là, je me suis dit, ah bon, bah ok, c'est génial. Alors bon, bah d'accord, très bien. Enfin, vraiment, voilà, ça m'a rassurée. C'est tout ce dont j'avais besoin à ce moment-là, quoi. J'adore la réaction. Et du coup, comment tes proches, ils ont réagi quand tu leur as annoncé? Bah là, j'ai raccroché avec mon conjoint à ce moment-là. Enfin, c'est lui qui m'a à moitié raccrochonné d'ailleurs. J'ai appelé tout de suite ma mère, pareil, à moitié chamboulée. Je dis maman, je ne savais pas que j'étais enceinte. Je lui dis je suis enceinte. Ah génial. Et c'est des jumeaux. Et elle, sa réaction, c'est pareil. Elle me dit mais t'es trop forte. Et puis mais t'inquiète, ça va bien se passer et tout. Et puis voilà. Après, je suis allée m'asseoir en terrasse de café toute seule, le temps de digérer. Il faisait beau et d'un coup, je me suis dit bon bah ça va être bien. Et mes proches, bah, ils sont tous bah, comme moi, en fait. Ils ont tous été hyper étonnés vu que personne d'autre autour de nous n'a de jumeaux ni de multiples. Tu n'avais jamais eu la blague de imagine si t'as des jumeaux, Non, mais etc. même pas. Non. En fait, pas du tout. Et même, enfin, c'est un peu paradoxal ce que je vais te raconter. J'ai un peu honte, mais quand j'ai eu ma fille, donc quand je suis tombée enceinte des jumeaux, elle venait d'avoir 2 ans. Et quand j'ai ma fille est née, franchement, les premiers mois, j'ai trouvé ça assez dur. Quand je voyais des parents de jumeaux, je me moquais un peu d'eux, tu vois. Genre dans la rue, je me souviens me balader le long du canal Saint-Martin et dire à mon conjoint, oh là là, regarde les parents de jumeaux là, mais rien que de les voir, je suis fatiguée. Ou alors, il y avait un monsieur qui arrivait à la crèche le matin avec sa poussette double et je rentrais le soir et je disais à Romain, oh là là, mais comment il galère avec sa poussette double. Non, mais les pauvres. Et après, je me suis dit, eh ben, j'étais bien, j'allais dire bien punie pour mes mauvaises blagues. C'est pas une punition, mais je me suis dit, bah, c'était quand même un sacré coup du sort. Enfin, j'étais vraiment une peste, quoi. L'univers, le karma. Exactement le karma qui m'a mis des jumeaux sur ma route. Ça m'apprendra. Et Si justement, j'avais parce que su. tu parles de ta fille, comment tu intègres l'information que tu vas pas passer d'une famille de 3 à 4, mais d'une famille de 3 à 5? Eh bien, bah, ça chamboule tout en fait. C'est vrai que nous, on habitait à Paris, on avait un appart qu'on adorait, qui était génial, qu'on louait, on était trop bien et on s'est dit bon bah effectivement, on va faire un deuxième bébé et puis on mettra les enfants dans la même chambre et puis on garde notre appart qu'on adore et tout. Bon, bah, sauf qu'en fait, en apprenant qu'on allait avoir des jumeaux, bah, clairement, il n'y avait pas la place pour les bébés, sans parler, mais ça, à l'époque, je le savais pas, de la poussette, des couches, de tout ce qui va autour, en fait. Donc, en fait, j'ai appris que j'étais enceinte de jumeaux mi-juillet et on s'est dit, bon, bah, en fait, il va falloir qu'on déménage. Et donc, on a laissé mûrir l'idée et passer les grandes vacances. Et fin août, début septembre, on s'est dit qu'on allait commencer à chercher. On a fini par trouver une maison qu'on a achetée. On a complètement changé de vie. On n'avait pas de voiture, on a eu une voiture. Enfin, vraiment, tous les plans ont changé en 2 mois. Et en fait, à partir du moment où moi, dans ma tête, grâce en fait à ce premier coup de téléphone à Romain, où je me suis dit, et en fait, ça va aller. Ça va être, oui, ça va probablement être un peu dur, mais ça va aller. En fait, tout était bien. Enfin, on était contents. Et même presque, on était amusés de voir à quel point la vie peut changer en 5 minutes. Et en fait, on s'est retrouvés dans une maison. Alors, un mois avant, on n'aurait jamais pensé à vivre dans une maison, ni même acheter, ni. Moi, j'avais dit que je quitterais jamais Paris. Bon, bah voilà, c'est fait. Non, on était plutôt amusés et contents, en fait. Les choses se sont très bien goupillées pour nous. On a eu beaucoup de chance. Donc, non, non, on était contents. Est-ce que ça a continué pendant la grossesse? Est-ce que ta grossesse s'est bien passée? Alors oui, la grossesse, c'est globalement, je veux dire médicalement, il n'y a pas eu de problème. Ce qui était difficile vraiment les 3 premiers mois, c'était les nausées que j'avais et une fatigue, pas tout de suite, mais je dirais à partir d'un mois et demi de grossesse jusqu'à la fin de la grossesse. Mais il y a eu vraiment un gros pic de fatigue fin du premier trimestre où j'ai passé 5 jours au lit chez mes beaux-parents en vacances parce que je pouvais rien faire. J'étais vraiment vidée. Je déprimais dans mon lit et je pleurais à moitié en me disant mais mon Dieu, mais je suis déjà fatiguée alors qu'ils sont pas nés. Mais alors quand ils seront nés, ce sera encore pire. Ma vie est finie. Je serai plus jamais en forme. Enfin, le drame. Et puis en fait, après, ça allait un peu mieux. Alors oui, j'ai organisé toutes mes journées de toute ma grossesse en fonction de mes siestes.
Mais sinon, ouais, ça s'est bien passé. J'étais quand même un peu anxieuse au début parce que j'avais fait une fausse couche lors de ma première tentative de pour faire un bébé, donc j'étais un peu sur le qui-vive. Voilà, je surveillais de près. Mais sinon, non, j'étais très bien accompagnée, mais aussi par l'équipe médicale, très bien suivie. La sage-femme qui m'avait fait l'annonce, je suis retournée la voir peu de temps après. Elle m'a fait le suivi au tout début et très vite, elle m'a expliqué que qu'il y avait deux bébés, mais que j'avais entre guillemets, hein, c'est elle qui a dit ça, je cite ce qu'elle a dit, mais qui a dit que c'était la bonne configuration, en tout cas la configuration la plus simple, parce qu'il y avait deux poches et deux placentas. Et elle m'a dit déjà, ça élimine une partie des complications possibles. Bon, moi, j'y connaissais rien, donc j'ai dit oui, oui à la dame, et puis voilà. Et ensuite, je me souviens plus précisément, mais oui, je crois qu'assez vite, elle m'a expliqué comment ça allait se passer, quel serait le suivi, qu'il y aurait des échos tous les mois. Elle m'a dit que parfois les jumeaux pouvaient naître un peu en avance, mais j'ai pas le souvenir que elle m'ait vraiment beaucoup alertée dessus. Elle m'a, moi, ce que je garde comme souvenir, c'est qu'on m'a dit qu'on allait me surveiller de près, que c'était une grossesse à risque, mais c'est tout. J'avais pas d'idée très précise. Après, la façon dont je me suis préparée au-delà de ça, c'est que tout de suite, j'ai adhéré à l'association Jumeaux et Plus de Paris. Là, ça a été ma Bible et ma source, le groupe Facebook, les différents échanges qu'il y avait, ça a été ma source de renseignements vraiment. Et puis ensuite, moi aussi, j'ai fait des recherches sur Internet. C'est aussi un sujet qui m'intéresse beaucoup, donc j'étais très curieuse et je suis allée glaner à droite, à gauche. Et tu as réussi à t'y retrouver parce que je sais que pour certaines, c'est hyper anxiogène, toute Ouais. l'information auquel on peut avoir accès. Alors oui, c'est vrai que tu as raison que c'est surtout les situations problématiques qui ressortent. Surtout qu'à l'époque, j'avais cherché des podcasts et il y en avait pas, ou alors c'était des petits épisodes anecdotiques au sein d'autres podcasts, mais il n'y avait pas de podcast, pardon, vraiment sur ce thème-là. Il y a pas beaucoup de littérature non plus, en fait. Je trouve que c'est assez pauvre. Enfin, en tout cas, il y a 5 ans, c'était assez pauvre. Donc, c'était vraiment l'expérience de parents qui partageaient sur Jumeaux et Plus qui m'a été utile. Mais c'est vrai j'ai des souvenirs assez précis, d'histoires assez dures dont j'avais entendu parler sur le groupe Facebook, qui m'ont inquiétée. Et donc, assez vite, je me suis dit que j'allais filtrer les infos et que j'irais chercher ce dont j'avais besoin. Exemple, la poussette, les modes de garde, et que si j'avais des questions précises, je posais plutôt à ma sage-femme que j'adorais ou aux gens qui me suivaient ensuite à la maternité. Je pense que c'est important de faire le tri. Oui, c'est Ouais. clair, enfin, surtout sur Internet. Donc finalement, une grossesse qui se passe bien physiquement, Ouais. mentalement. Oui, ça se passe. En fait, je voudrais juste te raconter une petite anecdote de Vas-y, vas-y, je t'en prie. la dame qui me faisait les échographies parce que ça m'a vachement marqué et je pense que ça peut aider aussi peut-être d'autres femmes enceintes. Oui. Donc j'avais mon échographiste qui me faisait mes échos tous les mois. Comme tout se passait bien, on était à l'aise et puis je pense que c'était au début du deuxième trimestre. Elle surveille la croissance des bébés. Elle me dit que tout va bien, qu'ils se développent très bien, bonne courbe de croissance, de poids, etc. Et elle me dit, alors je trouve que, je vais dire ce qu'elle m'a dit, hein, mais je trouve que la façon de le dire peut être un peu limite, mais ça m'a beaucoup parlé et beaucoup marqué. Elle me dit, mais vous savez, hein, c'est pas parce que ce sont des jumeaux qu'ils vont forcément être plus petits ou moins gros qu'un singleton. C'est comme si vous disiez à quelqu'un qui vit au Bangladesh qu'il va être pauvre parce qu'il habite au Bangladesh. Non, en fait, c'est pas écrit d'avance. C'est pas parce que ça va être des jumeaux qui vont être plus petits. Les jumeaux, si on les laisse aller jusqu'au bout, ils ont tout autant de chances de faire un poids tout à fait honorable que n'importe quel autre bébé. Ok, drôle de comparaison. En fait, ça m'a tout de suite mise dans de bonnes dispositions. Elle m'a dit, vous savez, vous êtes en bonne santé, vous avez 33 ans, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien en fait. Enfin, voilà, pour l'instant, tous les voyants sont au vert, tout va bien. Je me suis dit, bon, bah, ok. Enfin, effectivement, j'ai eu de la chance, mais il n'y avait pas de signe que ça allait mal se passer. Je te remercie d'avoir partagé ça. Pour moi, c'est très important et c'est aussi raison du podcast. Bien sûr que la grossesse gémellaire est une grossesse à risque. Ça, on va pas, je dirais pas le contraire. Non, Mais ouais. encore une fois, les situations où tu vas jusqu'à la 37e semaine et au-delà existent. Et d'ailleurs, je crois que toi, c'est ton cas. Oui, moi, c'est mon cas. Je me permets juste, avant de préciser ça, de rebondir sur ce que tu dis, parce qu'en fait, c'est vraiment un truc qui est important pour moi, que j'ai envie de partager, c'est que je trouve que effectivement, comme c'est considéré la grossesse multiple
comme, enfin, gémellaire en l'occurrence, je vais parler que de ce que je connais, mais comme une grossesse à risque, parce que médicalement, il est avéré qu'il y a plus de complications. En fait, je trouve qu'on peut très vite se retrouver dans un climat d'accompagnement médical où on va nous faire peur parce que les médecins, pour beaucoup, c'est leur posture de se dire, bah voilà, ce qui peut arriver, si, et ça, et machin. Et donc, on peut vite se retrouver, en fait, alors que tout se passe bien, dans une posture où on attend le pire. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur cette sage-femme, sur cette médecin qui faisait les échos, où toutes m'ont considéré, entre guillemets, normalement. Enfin, elles m'ont dit, c'est pas une pathologie d'attendre des jumeaux. Et je pense que ça a aussi contribué au fait que je me sens bien et que j'ai eu confiance. Je trouve que la posture des médecins et des équipes médicales pendant la grossesse gémellaire, si on n'est pas un peu costaud de son côté, ça peut vite être hyper angoissant en fait. Ouais, non, c'est clair. Alors que, comme tu dis, ça peut très bien se passer. Enfin, c'est vrai. Oui. Et pour répondre à ta question, oui, moi j'ai accouché, on m'a déclenché à 38 semaines et 6 jours. Donc quasiment enfin, un jour près à 39 semaines. Enfin, on voyait que tout allait bien, qu'il n'y avait aucun signe avant-coureur d'accouchement. Et je sais plus exactement, mais je pense que vers 36-37 semaines, l'interne qui me suivait m'a dit, écoutez, on ne pourra pas dépasser le 22 février parce qu'à partir de là, on considère que c'est trop dangereux et il faudra médicalement, donc ça aurait été le début de la 39e semaine, c'est une indication à déclencher. Pour une grossesse gémellaire, on considère que vous avez dépassé le terme. Donc je savais que j'avais jusqu'au 22 février pour accoucher, croiser les doigts jusqu'au bout pour pas être déclenchée, mais je sais pas, ils avaient pas l'air de vouloir sortir. Donc j'ai été déclenchée quand même, ce qui a quand même l'avantage, moi, parce que j'avais une aînée, de pouvoir la préparer, de pouvoir faire venir les grands-parents, de partir en lui expliquant ce qui allait se passer. Et finalement, ça a aussi des avantages quand ça se passe comme ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Donc tu l'as bien vécu finalement ce déclenchement ou Alors j'étais frustrée, hein, ça c'est vrai, je te cache pas, j'étais très frustrée parce que déjà l'accouchement précédent pour mon aîné, ça avait été un déclenchement. d'accord. Moi, mon rêve, c'était pour mon aîné d'accoucher sans péridurale. J'étais mal préparée, j'ai pas pu, ça s'est pas fait comme ça. J'ai demandé une péridurale. Bon. Après, je suis tombée enceinte. Je savais pas que j'attendais des jumeaux. Je m'étais inscrite en maison de naissance. Je voulais un accouchement physio. On me dit bah non, il y a des jumeaux. On m'explique comment ça va se passer. Ce sont des jumeaux. On m'explique comment se passe un accouchement gémellaire. Je dis ok, pas d'accouchement physio. Ça me va. Et en fait, encore une fois, de pas avoir de début de travail spontané, j'étais hyper frustrée. C'est pour ça que j'ai attendu. Alors, ils sont nés le 21 février. C'est moi qui ai choisi la date parce que le 22, c'était un samedi et que peut-être bêtement, mais je me suis dit, bah, le week-end, il y a peut-être moins d'équipes sur place et donc ça me rassure que ce soit pas le week-end. Mais finalement, j'étais frustrée, mais j'étais à l'aise parce que je savais que j'avais pas le choix. Et je savais que, en fait, passé le 22, ils étaient en danger d'après les équipes médicales et qu'il était hors de question qu'on prenne le moindre risque. Donc, j'étais frustrée, mais j'étais en accord avec cette décision-là. Moi cette frustration, elle est venue après. Alors bon, j'avais une prééclampsie aussi, hein, donc Ah ils oui, ont tenu jusqu'à 37 semaines, mais moi je me voyais très bien ouais. encore continuer. Tout ça pour dire que c'est après coup où je me suis dit ah bah mince, si demain je devais de nouveau tomber enceinte, j'essaierais de tout faire pour que ça soit le plus naturel possible. Et puis j'ai appris qu'il y a des personnes qui sont aussi spécialisées dans l'accouchement physio de jumeaux. Et j'ai Ah trouvé ouais? ça incroyable. Alors je sais pas du tout ce que j'en aurais fait de cette information, Oui, mais c'est mais bien de c'est vrai, savoir, de choisir mais en c'est bien de connaissance de savoir. cause, quoi. Exactement. Voilà, Ouais. et voilà. Ben oui, c'est important de pouvoir prendre une décision éclairée, c'est sûr. Non, moi, je leur faisais confiance. Je trouvais ma fille aussi, c'était un déclenchement, mais suite à une fissure de la poche des os. Donc, mais après, je me suis pas mise en travail, donc il y avait quand même un signe naturel entre guillemets qui annonçait la fin de ma grossesse quand j'attendais ma fille. Et elle est née à 39 semaines et 5 jours. Et donc, moi, quand j'ai décidé avec l'équipe médicale de la date de mon accouchement pour les jumeaux, je me suis dit, bah, 38 plus 6, en fait, c'est que 6 jours de moins que pour l'aîné. Tout Donc, à fait. tu vois, dans ma tête, ça me donnait un repère. Je me disais, bah, en fait, ça va. Je trouvais ça bien, ça m'allait. Je me disais que de toute façon, j'étais au bout. Peut-être que j'aurais pu faire autrement, mais j'étais en accord avec ça. Franchement, ça a pas. J'étais frustrée, mais bon, j'essaie d'apprendre à mes enfants et à moi-même à gérer ma frustration. Donc, je fais avec. Je me suis pas roulée par terre. Je pouvais pas.
Alors du coup, grossesse qui se passe bien, Ouais, l'accouchement se passe tout aussi bien. ouais, c'était génial. Franchement, c'était génial. Je regarde un super souvenir. Dis-nous tout, Ouais. raconte-nous tout. Ah, ok. Bah, donc, vendredi matin, on est convoqué à 8h30. Donc, mon beau-père nous emmène, mon conjoint et moi, à la maternité. On arrive en salle d'attente avec deux énormes valises parce qu'il y avait une valise pour les bébés, une valise pour moi et il y avait beaucoup de monde dans la salle d'attente et en fait je me rends compte qu'ils commencent à renvoyer certaines femmes qui étaient prévues pour des déclenchements ce jour-là et là je me suis dit oh non, j'étais prête quand même là dans ma tête, enfin je voulais rester quoi et en fait j'ai commencé là à prendre conscience des privilèges d'avoir des jumeaux quand même. J'ai entendu quelqu'un du staff dire non non la gémellaire là on peut pas la renvoyer chez elle, priorité, et donc ils m'ont installée en salle de travail donc j'étais là ouais génial. J'étais un peu stressée quand même. J'étais très contente. Ensuite, le premier truc qu'ils ont fait, c'est, il se passait vraiment rien. J'avais zéro contraction. Enfin, je serais allée à la plage, c'était pareil quoi. Donc je me suis installée. Premier truc qu'ils ont fait, c'est me poser la péridurale avant de déclencher. Presque ce qui me faisait le plus peur, mais l'anesthésiste a été super gentil. J'ai rien senti. Enfin, vraiment très facile, un très bon souvenir. Ensuite, j'ai eu la péri, mais sachant que c'était moi qui la dosais. Donc au début, j'ai rien fait moi. C'était posé, mais j'ai rien fait. Ils ont percé la première poche, bah il s'est rien passé. J'ai eu une demi-contraction, enfin voilà. Et puis finalement, ils ont attendu un peu et je crois vers midi ou midi et demi, ça faisait déjà ouais peut-être 2 heures qu'ils avaient fait ça. Ils ont posé l'ocytocine. Ils ont commencé comme ça parce qu'en fait, j'avais déjà eu un bébé avant, que mon col était bien disposé. Vraiment une équipe, enfin les gens étaient très gentils, très bienveillants. J'étais totalement en confiance. Dans la salle dans laquelle on était, il y avait mon conjoint avec moi. On captait pas. Donc il y avait personne qui nous dérangeait par téléphone. Enfin, on était vraiment quand même dans notre bulle. Alors de temps en temps, ils sortaient quand même pour envoyer des messages pour dire où ça en était. Sachant que on avait juste annoncé à nos parents que j'allais accoucher ce jour-là. Les autres, on n'avait rien dit parce que justement, on voulait pas que les gens s'inquiètent ou qu'ils nous posent trop de questions ce jour-là ou qu'ils soient dans les starting blocks, quoi. Et puis bon, en fait, le travail a suivi son cours à partir du moment où ils ont mis de l'ocytocine, mais en fait, ils en ont pas mis tant que ça. À un moment, l'anesthésiste est passé pour voir comment j'allais. Il m'a dit, bah, c'est quoi cette drôle de tête, madame? Je dis, bah, j'ai mal. Il me dit, mais faut appuyer quand même sur la pompe. Je dis, bah oui, mais je veux sentir quand même. Il me dit, non, non, là, vu votre tête, il faut commencer à appuyer, sinon vous n'arriverez plus à lutter contre la douleur. Donc, comme c'était un déclenchement et que j'avais pas eu de contraction avant, c'était important pour moi de les sentir un peu quand même. Là, et puis ça a suivi son cours tranquillement. Enfin, tout allait très bien. Et puis j'avais faim. Je me souviens que j'avais faim. Autant pour ma fille, j'avais pas eu faim, mais là, j'avais faim. Finalement, changement d'équipe en cours de route parce que c'était l'heure. Il y a une autre sage-femme qui vient, qui se présente et qui me dit, vous savez, j'ai moi-même eu des jumeaux et après j'ai eu encore d'autres enfants. Vous allez voir, c'est génial. Je me dis, mais, attends, mais c'est top qu'elle me dise ça. Enfin, vraiment, ça a contribué à me mettre dans de bonnes dispositions. Et puis à un moment, elle a regardé, elle m'a dit ah bon bah ça y est, le premier est prêt à sortir. Et attendez, essayez de pousser juste pour voir si il est bien engagé, comme ça avant d'aller prévenir tout le monde, je vérifie que on est prêt. Donc elle me fait pousser, elle me dit ok c'est bon, ne poussez plus, je vais chercher tout le monde. Ok, bon heureusement qu'on avait été prévenus et là les gens commencent à rentrer et je dis à Romain vas-y compte combien ils sont. Et ils étaient je sais plus si c'était 12 ou 14. Enfin, et moi, j'étais, mais surex. J'étais là, eh, mais vous venez, vous êtes nombreux, vous pourriez avoir des banderoles quand même. Enfin, je sais pas, sachant qu'entre-temps, il y avait une étudiante qui était venue me voir en me disant, oui, bonjour, je suis machine, étudiante en bidule, j'ai jamais vu d'accouchement gémellaire, est-ce que ça vous dérange si j'y assiste? Bah, on n'est plus à un prêt, hein, enfin, allez-y, À ce quoi. stade, oui. Allez-y, hein, si ça vous fait plaisir, c'est cadeau. Faites-vous Et plaisir, ouais, c'est ça. ouais, c'est ça. Et en fait, ils sont rentrés et bêtement, moi, j'avais imaginé qu'ils seraient 15 à regarder entre mes jambes, mais pas du tout. Ils se sont tous mis là où ils devaient être. J'ai réussi complètement à ignorer leur présence. C'était pas du tout gênant. Enfin, ils étaient très délicats. J'ai trouvé dans leur façon de faire. Voilà. Donc la sage-femme m'a dit de pousser et j'ai poussé 2 fois et je redoutais beaucoup parce que pour mon premier accouchement c'était difficile. Et là, en 2 fois, whoop, j'ai mon premier bébé qui est sorti, Lino. Il s'est mis à pleurer tout de suite. Ils me l'ont posé sur moi. Voilà, un peu émue, mais en même temps, je savais que c'était pas fini. Donc je me souviens pas, mais Romain m'a dit que ensuite ils l'avaient pris
pour aller l'ausculter et le couvrir, et aussi le temps que bébé 2 puisse naître. Et là, ils ont appelé, donc là, c'était plus la sage-femme, c'était le gynéco, enfin une gynéco, une interne, mais j'avais repéré, et il s'était présenté, je crois, que dans la pièce, il y avait de garde ce jour-là le chef de service de la maternité. Et donc, je me suis dit, bon, c'est bon, il est là. Enfin, j'étais hyper rassurée. Et l'interne a fait la manœuvre pour aller chercher mon deuxième bébé. Et donc là, c'était un peu plus costaud parce que je sais pas, je dois raconter ou pas? Il faut que je raconte ou Ouais, on a non, mais peur des si, justement, si tu veux bien nous raconter Ouais, ouais, ouais. cette manœuvre. Bah en fait, autant quand Lino est né, j'avais une péridurale bien dosée, je l'ai senti passer et ça s'est fait tout seul. Entre lui et son frère, je m'en suis pas rendu compte. Ils m'ont réinjecté de l'anesthésiant, enfin, je sais pas si c'est de la péridurale ou pas, mais vraiment de cheval. Là, je sentais plus rien, je sentais même plus mes jambes après. Mais du coup, l'interne a mis sa main en fait dans mon utérus. Quand Lino est né, son frère s'est mis il était en siège, mais quand son frère est sorti, d'un coup, il a eu plus de place, donc il s'est mis en transverse. Et donc l'interne a dû, avec sa main, percer la poche des os, passer la main dans la poche, trouver les pieds du bébé et le tourner pour pouvoir le tirer par les pieds et le sortir. Donc moi, on m'avait expliqué que ça se passerait comme ça, donc j'étais préparée psychologiquement. Dit comme ça, alors moi maintenant j'ai l'habitude enfin voilà, je l'ai vécu, ça peut être très impressionnant, mais en fait je sentais que ça bougeait dans mon ventre, qu'il y avait des Mm. mouvements un peu inhabituels, mais j'ai absolument pas eu mal, c'est absolument pas traumatisant et en fait, ça va très très vite. Enfin, elle a mis sa main, elle a fait ce qu'elle avait à faire et bon, j'étais un peu dans un état second, mais c'était extrêmement. Mais mes bébés ont 3 minutes d'écart. Voilà, c'est pour dire à quel point c'est allé vite. Et donc là, ils ont sorti Saul, mon deuxième bébé, enfin mon troisième, mais le deuxième de ce jour-là. Et alors lui, bah là, c'était pas pareil. En fait, il était tout blanc, un peu inerte. Je pense que ça a duré 5 secondes, hein, mais j'ai eu quelques secondes de peur où j'ai dit il est mort, il est mort, il est mort. Enfin, voilà, en demandant. Sachant que, je le dis aussi parce que ça m'a marqué et que ça m'a sauvée en fait, je pense ce jour-là. Ma sage-femme pendant la grossesse m'avait dit: «Écoute, je te préviens, J2, souvent il va moins bien que J1» et elle m'avait dit: «Si tu as l'impression qu'il est mort, ça veut pas dire qu'il est mort. Ça peut arriver, c'est pas grave et ça arrive souvent» et je me suis dit: «Waouh, c'est un peu violent», mais en fait, heureusement qu'elle me l'a dit et qu'elle me l'a dit comme ça, parce que j'ai eu l'impression qu'il était mort et en fait, ils l'ont frotté 2 secondes et après il s'est mis à pleurer et en fait, il allait très bien. Il était juste un peu secoué par, peut-être, son arrivée un peu moins fluide peut-être que son frère et voilà, après il allait très bien et ils les ont posés sur moi et là, c'était incroyable, quoi. C'était incroyable. Là, vraiment, ouais, surtout avec ces 2 bébés sur soi. Il y avait même une puéricultrice dans la pièce qui était là: «Oh là là, mais j'ai jamais vu ça. Ah pardon, ça me fait pleurer». Enfin, vraiment, c'était c'était trop mignon, quoi. C'était incroyable. J'étais fière, c'était génial. Ah, c'était beau. Bon, moi, j'aimerais bien que tu nous racontes justement ces premières émotions, mais juste entre parenthèses. Et pour moi, ça a été exactement la même chose. C'est Donc, vrai? la manœuvre dont tu parles, je pense que finalement, elle est courante en fait Oui, je crois que c'est le enfin, pour les, protocole, hein. voilà. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut y être préparé. Pareil, le fait de ne pas forcément entendre le second pleurer tout de suite ou le fait qu'il ait une couleur qui t'interpelle. Ouais. En tout cas, moi aussi, j'étais totalement briefée là-dessus. Toi aussi, t'as vécu ça avec le deuxième? Ouais, exactement. Ah Et ouais, d'accord. exactement la même chose. Et alors, du coup, cette impression de chaleur avec les deux contre toi. C'était incroyable. Mais je réalisais pas en fait. J'arrive même plus tellement à me remettre autant dans cette sensation parce que le temps a quand même un peu passé depuis, mais c'était irréel quoi d'avoir ces deux petits chats là contre moi. Ouais, tout chaud, qui sentaient bon. Enfin, c'était incroyable. Moi, après, assez vite, enfin, je voulais les mettre au sein tout de suite, mais j'ai fait un malaise en fait. Alors, pas grave, hein, je pense que juste j'étais épuisée et j'avais faim, comme dit précédemment. Non, mais je pense que c'était une grosse hypoglycémie ou un truc comme ça, j'en sais rien. Grosse baisse de tension et donc ils ont pris les bébés, les garçons, et ils les ont mis en peau à peau sur leur papa qui était à côté de moi. Mais en fait, ils voulaient pas que je les garde dans les bras parce qu'ils avaient peur que je les lâche, enfin que je les lâche, que je sois pas. De toute façon, j'avais pas la force de les tenir. Et ça a duré quand même une bonne heure où ma tension remontait pas, je me sentais pas bien. Alors j'en garde pas un mauvais souvenir en tant que tel. C'est passé au bout d'un moment quand il y a une infirmière ou je sais pas qui est rentrée, qui m'a dit mais madame, ça va pas, attendez, mettez-vous sur le côté. Elle m'a mise sur le côté et
5 secondes après, c'était fini. Et là, j'ai pu reprendre les bébés. Ce qui était difficile, en revanche, c'est que pendant toute cette heure-là, donc ils étaient sur leur papa, en sécurité, enfin, à portée de main, mais c'est qu'il y a un des deux qui a pleuré tout le long. Il y en avait un qui était trop bien contre son père et l'autre qui a pleuré jusqu'à ce que je le reprenne dans les bras. Et ça, c'était vraiment de la torture de pas pouvoir le prendre contre moi alors qu'il venait de naître et qu'il pleurait, quoi. Mais bon, après, on s'est rattrapé. Après, je l'ai mis sur moi et c'était fini. Ça allait mieux. Est-ce que tu sais comment ton compagnon a vécu tout ça? Mal. Autant moi, en sortant de l'accouchement, mais je pense que j'étais droguée à l'ocytocine, la mienne et celle de synthèse, j'en sais rien, mais j'étais là, ouais, c'est trop facile, c'était génial. Enfin, j'étais trop contente. Et puis après, lui, pas du tout. Et on en a reparlé plus tard. Il m'a dit que pour lui, c'était horrible. En fait, déjà, la journée avait été très longue. Ensuite, Lino qui est né, ça se passe bien. Mais après, il a eu peur et il m'a dit, mais toi, t'as pas vu? En fait, il y avait beaucoup de sang par terre. Bah non, j'ai pas vu. Il dit, bah c'est normal, mais moi, en fait, en étant à côté, bah ça m'a fait peur. Et puis après, t'as fait un malaise. Je voyais que t'étais pas bien. Et puis le bébé qui pleurait, il me dit, franchement, pour moi, c'était horrible. Il l'a très mal vécu, lui. Deux salles, deux ambiances. Ouais, pas du tout le même sentiment pour lui. Il était heureux, mais inquiet. Oui, non, je te pose la question parce que je me dis que ça doit être très Oui, particulier de c'est vrai. vivre Mm. ce type d'accouchement de leur côté. Oui, ça doit pas être simple. Je crois que je préfère être à ma place que à la leur. Et alors, du coup, les premières nuits et puis le retour à la maison, comment ça s'est passé tout ça? C'était difficile là pour le coup. J'étais un peu moins surexcitée. La première nuit, on avait prévu que Romain reste avec moi, mais en fait, j'ai accouché le soir et on est redescendu dans notre chambre vers 1 heure et demie du matin. Et on avait prévu qu'il reste dormir, mais en fait, le fauteuil qui était prévu pour les papas était cassé. Donc, il pouvait pas s'allonger, il était fatigué aussi. Et moi, à ce moment-là, je crois que j'étais encore sur ma vague de station, de joie. Et que je lui dis, vas-y, rentre à la maison, va retrouver Olivia, notre grande. Comme ça, tu te réveilles avec elle, tu prends le petit-déj avec elle et reviens demain, ça va aller. Mais en fait, non, enfin, j'ai dormi 20 minutes cette nuit-là parce qu'en fait, deux bébés, c'est compliqué. Si tu veux les mettre au sein, enfin, j'étais handicapée, j'arrivais pas, donc il fallait que j'appelle dès que je voulais les mettre au sein. Enfin, puis je les connaissais pas encore. Enfin, je sais pas, j'arrivais même pas à reconnaître leurs pleurs, à savoir qui c'était qui pleurait quand tu les entendais. Enfin, c'était pas facile. Et les jours d'après, assez vite, enfin, dès le lendemain, une fatigue vraiment très lourde et un allaitement qui a eu un peu de mal à se mettre en place. Enfin, pour le coup, là, j'en garde un souvenir assez difficile. Et après, là, comment vous avez mis en place votre routine quand vous êtes rentré à la maison? Alors, la chance qu'on a eue, c'est que mes beaux-parents sont restés 10 jours après la naissance des enfants. Donc, ils nous faisaient à manger, ils nous faisaient les lessives, ils s'occupaient d'Olivia. Enfin, c'était vraiment génial. Et moi, j'avais dit, enfin, quand j'étais enceinte, j'ai très vite compris qu'il faudrait mettre très vite une organisation béton en place. Donc, j'avais dit à ma famille, à ma mère et tout, bah, viens en alternance les uns les autres, venez au moins une journée par semaine pour m'aider. Romain avait prévu un long congé, il avait pris 2 mois de congé, à l'époque où c'était encore 11 jours. On était assez bien préparés. Et puis moi, je lui avais dit, je te préviens, je ferai rien à part être au lit avec mes enfants. C'est tout, qui est vraiment très ferme sur ce sujet-là parce que c'est pas comme ça que ça s'était passé la première fois. Donc j'avais vraiment l'intention de me plonger dans ce postpartum et de rien faire à part me les coller en peau à peau et les allaiter et dormir quand je pouvais. Mais c'était sans compter sur le Covid qui est arrivé 3 semaines après. On a été confinés 3 semaines après leur naissance en fait. Comment ça s'est passé? Mon Dieu. Bah en fait mes beaux-parents sont repartis comme prévu au bout de 10 jours. Entre-temps, Romain, je me souviens d'un soir, il monte dans la chambre et il me dit oh moi j'étais complètement coupée du monde à ce moment-là. J'étais dans ma maternité. Enfin vraiment, j'ai entendu dire qu'il y a une épidémie. On avait déjà entendu un peu parler du Covid avant, mais il me dit il faut qu'on fasse attention. Visiblement ça se propage. Bon, ça m'a fait flipper. Et puis après, en fait, assez vite, en discutant au téléphone avec la famille. On a compris qu'on allait être confinés, comme tout le monde. Et là, on a compris que, en fait, on verrait plus personne. Que toute l'aide qu'on avait prévue, les TISF, la famille, que ça allait tomber à l'eau. Donc, on aurait zéro aide. Et qu'en plus, ce qu'on n'avait pas réalisé tout de suite, c'est que la crèche d'Olivia allait fermer. Et elle avait 2 ans et 9 mois. Donc, non seulement c'était à la fois de manière logistique et organisationnelle très difficile parce qu'on s'est retrouvés en huis clos comme la terre entière, mais avec des jumeaux nouveau-nés et Olivia qui avait 2 ans et demi et elle, enfin, voilà, clairement, elle s'en foutait, elle faisait sa vie, enfin, avec toute son énergie et sa joie et sa bonne humeur. Donc on a
dormait jamais. Enfin, voilà. Il fallait s'occuper d'elle, et s'occuper des bébés, et s'occuper de nous, et tout faire. Et en plus de ça, pour moi, ça a été extrêmement difficile aussi psychologiquement. Enfin, d'un coup, ouais, ça a été d'une grande violence et beaucoup de stress, comme tout le monde à cette période, hein, mais où je me suis dit, mais pourquoi je viens d'avoir 2 bébés maintenant alors qu'on est au milieu d'une pandémie et qu'on sait pas ce que ça va donner? Parce qu'à l'époque, je sais pas si tu te souviens, mais aujourd'hui on en rigole, mais à l'époque on avait très peur. Enfin, c'était vraiment, Oui. on savait pas ce qui nous attendait. Donc très 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 dur. Je pense pire période de ma vie. Honnêtement, vraiment très dur. En fait, on était en infériorité numérique d'un coup. Avec, Ouais. on était 2 adultes et 3 enfants, et on sait que les nouveau-nés ça compte fois 10, et les enfants de 2 ans aussi. Enfin, en fait, à ce moment-là, on a eu énormément de chance parce qu'on venait d'emménager dans cette maison, et on a un jardin, et un jardin qui est pas Ah oui, immense, mais mais oui. je sais pas, 50 mètres de long, quoi. Et je me souviens que ma mission chaque jour pour m'aérer, c'était de me dire, je vais à la boîte aux lettres. Je n'y arrivais pas parce qu'avec les 3 petits, en plus je les allaitais, plus ma grande. Donc ça, c'était, si tu veux, de manière pratico-pratique, c'était très dur, très intense. Après, je dirais que vraiment, ce qui a été très, 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 très dur, c'est que on sait que pour beaucoup, en postpartum, on est assez vulnérable émotionnellement. Donc, bingo. Enfin, pour moi, dans ma tête, c'était la fin du monde. Vraiment, tu vois. Je me disais, je viens de mettre 2 bébés au monde, alors que ça se trouve, c'est la fin du monde. Une angoisse absolue. Enfin, c'était vraiment, je les regardais en pleurant dans leur berceau, et je me disais, mais pardon, enfin, j'aurais jamais dû vous mettre au monde, tu vois. Après, le reste, encore une fois, c'est que, entre guillemets, de la fatigue, de l'organisation. C'est dur, mais à côté de ces angoisses-là, je trouve que c'était finalement pas grand-chose. Tout est relatif. Et maintenant que cette période-là, elle est passée, est-ce que tu te rends compte du défi que tu as relevé? Ah oui, ouais. Il y a un truc aussi qui était difficile et qui était frustrant, c'est de pas pouvoir partager aussi leurs premiers mois et leurs premières semaines avec nos proches. Ça, c'était hyper dur parce que on avait envie de les présenter à tout le monde, quoi. Mais après ça, oui, oui, je me rends compte. Sur le moment, tu fais les choses, en fait. Tu te poses pas de questions, t'avances, t'es un bulldozer et t'y vas. Je dis pas que c'est facile, mais en fait, tu fais parce que t'as pas le choix. Mais maintenant, rétrospectivement, je me dis, mais comment on a fait, quoi? Et surtout, ouais, comment on a fait, et on s'en est sorti. En plus, tout le monde va bien. Enfin, moi, après, j'allais mieux. Avec mon conjoint, on s'est dit, waouh, on a vécu un confinement avec 2 nouveau-nés et une petite fille, et on s'aime toujours, et on n'a pas envie de s'entretuer, et on est heureux d'être ensemble. C'est génial. Et je pense que pour notre aînée aussi, c'était bien parce qu'en fait, elle était avec nous. Elle n'était pas toute seule à la crèche pendant que nous, on était à la maison avec les bébés. Et je pense que ça l'a aidé aussi à bien vivre, elle, cette période. En tout cas, elle a vécu sa meilleure vie. Vraiment. Donc oui, Et c'était je un reviens sur sacré ce que tu morceau. Je reviens sur ce que tu disais par rapport au couple. Est-ce que vous avez mis en place, par exemple, des rituels pour arriver à vous accorder du temps en essayant de rester un maximum soudés? Vaste question, c'est pas très simple d'y répondre. Nous, les premières années, on avait très peu d'aide extérieure. On les a peu fait garder. On n'a pas eu. J'écoutais un podcast de Anna Roy il y a quelques années qu'elle avait fait, qui était génial, que je recommande si vous l'avez pas écouté, qui s'appelle Sage Meuf, où elle parle du postpartum, et elle dit qu'elle fait une ordonnance pour les femmes qui viennent d'accoucher, avec les antalgiques, la pilule, tout ce qu'il faut, et une ordonnance à part avec écrit une sortie en couple par semaine, et un week-end ou une semaine en amoureux par an. Enfin, voilà, des choses. Nous, on n'a pas fait ça, on n'a pas pu. Voilà, 3 enfants, c'est compliqué à faire garder. On n'avait pas beaucoup de relais. Je sais pas. On a eu la chance, voilà, d'être un couple qui, on fonctionnait bien avant, on se connaissait bien, on se connaît bien, on parlait beaucoup, en fait. Pas avoir peur à un moment de dire, j'en peux plus, en fait. Enfin, c'est trop dur. Et puis aussi, là, ça me vient, c'est qu'on n'a jamais fait les comptes. C'est-à-dire que il n'y a pas de, ah ouais, mais toi, tu t'es levé, moi, je me suis levée hier, donc c'est toi qui te lève ce matin. Ou c'est moi qui ai changé les 5 dernières couches, donc toi, tu changes les 5 prochaines. Chacun fonctionne comme il veut, bien évidemment. Je juge pas, je me permettrai pas. En tout cas, dans notre fonctionnement, c'est aussi sentir qu'à un moment, il y en a souvent un qui est plus en forme que l'autre. Et donc, de se relayer naturellement. Ok, je me suis levée, ça fait une semaine que je me lève, mais en fait, je suis plus en forme que toi, donc repose-toi. Et puis quand ce sera à moi d'être crevée, bah, tu prendras le relais. Voilà, c'est beaucoup d'écoute et de communication. Et ouais, on a eu de la chance que ça soit assez fluide, quoi. Alors maintenant, ils sont plus grands déjà. Les jumeaux ont 5 ans, donc clairement, enfin depuis un an ou deux, c'est beaucoup plus facile aussi. Et donc c'est plus facile de prendre du temps pour soi ou de les faire garder.
Alors, il est rare que qui que ce soit les garde tous les trois, mais disons Oui. que c'est les jumeaux, ça a fait peur et je comprends hein, aux grands-parents, bon qui en plus sont pas forcément disponibles, mais aujourd'hui c'est plus facile de les filer à des copains ou à nos voisins avec qui on s'entend bien, qui ont des enfants du même âge, ils jouent ensemble. Voilà, on arrive à les répartir plus facilement, donc on arrive un peu plus à s'octroyer une soirée ou une après-midi. Moi, j'ai mis 5 ans à comprendre que on pouvait aussi faire garder ses enfants, par exemple, le dimanche après-midi. J'avais même jamais pensé. En fait, c'est trop cool. On se balade, on va à Paris, on mange au resto, on prend notre temps, on revient. C'est plus facile parfois à organiser qu'une soirée ou un week-end. Donc, on y arrive un peu plus. Après, moi, j'ai aussi la chance d'avoir j'ai pas des horaires de bureau. Donc, j'ai souvent des creux dans la journée où je peux prendre du temps pour moi et faire des choses, soit faire la sieste, soit faire des choses, faire du yoga ou j'allais dire aller au cinéma. J'y suis allée 2 fois en 3 ans, mais lire ou juste traîner, enfin juste être seule avec moi-même. Et puis depuis quelque temps, je m'oblige tous les jours à faire au moins un truc pour moi. Mais quand je dis un truc pour moi, c'est pas forcément un spa, hein, parce qu'on est bien d'accord, ça marche pas. Mais je dis n'importe quoi. Faire un gâteau parce que ça m'amuse, pas pour faire plaisir à mes enfants, mais parce que moi j'aime bien l'odeur du chocolat dans la maison et que ça me fait plaisir. Alors moi je suis prof de yoga, donc c'est plus facile pour moi, mais je me dis j'en fais 5 minutes, pas 1 heure, parce que ça marche pas quand il y a les enfants, mais 5 minutes, je me mets dans une pièce, je m'étire, je fais une posture, voilà, j'écoute de la musique, mais vraiment de me dire, même si c'est des choses que je faisais déjà avant, d'une certaine manière, de les sacraliser un peu, de dire là, ce sont mes 5 minutes à moi, et c'est que 5 minutes, mais en fait, bout à bout, ça fait quand même une différence. J'encourage vraiment mes copines à faire pareil. Il faut pas se fixer des objectifs de fou parce que ça marche pas en fait. Enfin, si ça marche tant mieux, mais moi j'ai jamais réussi. C'est vraiment des petites choses chaque jour. C'est aujourd'hui qu'est-ce que je peux faire pour me faire plaisir à moi. Prendre une douche un peu plus longue que d'habitude, danser comme une folle dans ma chambre quand personne regarde. Enfin, j'en sais rien, il y a 1000 trucs à faire. Juste 5 minutes, 3 minutes. C'est un peu ça moi qui m'aide. Et je pense que de façon générale, avec le rythme que l'on a qui est soutenu, si on peut, c'est important d'arriver à s'accorder ce temps-là sans culpabiliser. Bah, c'est ça, exactement. T'as tout dit. Mm. C'est qu'on Donc, culpabilise toujours, on se fait toujours passer en dernier, toujours. ouais, ouais, ça c'est pas évident. Moi, par exemple, je prends parfois une journée de boulot. Et Mm. cette journée de boulot, les enfants, ils sont à la crèche. Donc, c'est une Ouais, journée pour moi. Sans le mari, sans les enfants, juste seul, je pense que c'est important. ouais, et comme tu dis, on culpabilise toutes. Enfin, moi, la première, effectivement, à se dire, mais attends, je suis chez moi, je pourrais les prendre. Pourquoi ils sont à la crèche alors que enfin, mais Ouais. c'est hyper dur. Et c'est vrai qu'on a tellement à faire objectivement entre les enfants, le boulot, le peu de vie sociale qu'on essaie de maintenir, notre vie de couple, etc. Enfin, je veux dire, même s'occuper de soi 5 minutes par jour ou 3 minutes par jour, c'est difficile parce que c'est toujours ce qu'on va, je trouve, décaler. C'est toujours la variable d'ajustement et c'est toujours ça qui saute. Moi, tu vois, il y a des périodes maintenant, c'est un peu plus rentré dans mon quotidien, donc j'y arrive mieux, mais ou même je me mettais une alarme sur mon téléphone. Et l'alarme, c'est un rappel avec écrit respire. Et donc, bah là, pendant 2 minutes, j'arrêtais tout ce que j'étais en train de faire et je faisais un petit exercice de respiration. C'est tout. Mais parce qu'en fait, si on le met pas dans notre agenda, je trouve, je sais pas si toi c'est pareil, mais ou qu'on se met pas une alerte ou qu'on le formalise pas vraiment concrètement, même 5 minutes, ça marche pas. Tu Ouais. vois, je sais pas ça. Donc je trouve qu'il faut vraiment un moment se poser devant son agenda et au début, c'est un peu fastidieux, mais se dire, ok, je prends 5 minutes là, 2 minutes là, 1 minute là, et après ça devient un peu plus un réflexe, quoi. Je trouve qu'il faut se forcer un peu au début, sinon on s'occupe pas de soi. Je suis d'accord avec toi. C'est très important C'est pour pas les facile. parents, Ouais, de façon ouais. générale, et c'est d'autant plus important pour les parents de multiples. Prenez du temps pour vous. Enfin, c'est un vrai sujet, hein. Moi, il y a 2 ans, j'ai fait une sorte de burn-out maternel. Enfin, j'en pouvais plus, quoi. Et vraiment, enfin, mon médecin m'a arrêté à un moment et j'ai tout remis à plat. En fait, je me suis dit, mais c'est trop, j'arrive pas. Et j'avais bien en tête cette idée qu'il fallait que je prenne soin de moi, mais je me disais, mais je peux pas aller me faire masser, je peux pas aller faire ci ou ça. Enfin, pour moi, c'était incompatible. Et je me suis dit, bon, il faut trouver un moyen. Je peux pas me débarrasser de mes enfants, je peux pas me débarrasser de mon boulot, je peux pas changer de vie là pour l'instant. Faut faire en sorte que ça rentre d'une manière ou d'une autre. J'ai beaucoup réfléchi à la question et c'est vrai que moi c'est un sujet qui me touche beaucoup avec le yoga il y a beaucoup de choses à faire et c'est vrai que j'ai envie d'essayer d'accompagner un peu les mères à faire ça parce que en fait
c'est très compliqué à faire et faut penser à soi, mais faut faire vraiment des choses réalistes, quoi. C'est ça sur quoi je veux mettre l'accent, parce que sinon, on fait jamais rien et on finit par se tuer à la tâche. Essayons de nous préserver. Exactement. Euh, Ino et Saul, ils ont 5 ans. Est-ce que selon toi, ils ont un lien spécial ou est-ce que finalement, bah, c'est des frères comme dans n'importe quelle fratrie? Alors, c'est vrai qu'on me pose souvent cette question sur leur lien et la gémellité. J'ai été fille unique pendant 12 ans, donc je peux pas comparer avec ma propre expérience parce que quand j'ai eu des frères et sœurs, j'étais déjà plus grande, donc j'ai pas grandi avec quelqu'un comme ça. En tout cas, moi, je trouve qu'au sein de mes 3 enfants, clairement, il y a un lien particulier entre les garçons. Régulièrement, je dis à mon conjoint, je dis, mais t'as vu, ça a l'air trop cool d'avoir un jumeau. Mais parce que, et c'est peut-être surtout très cool d'avoir une fratrie. Ils peuvent se taper dessus, se chamailler toute la journée, parce qu'évidemment, il y a 75 jouets, mais ils veulent toujours le même et tout. Mais 2 secondes après, c'est fini. Enfin, je veux dire, c'est pas toujours rose et ils se disputent. Mais de les voir, leur complicité en fait, et ils se posent aucune question quoi. Ils sont ensemble et même quand ça va pas, 2 minutes après, ça va et ils semblent tout de suite passer à autre chose et être heureux de se retrouver. Et je sais pas, je trouve ça incroyable et parfois même je suis un peu jalouse quoi. Je me dis mais moi aussi j'aurais voulu avoir un jumeau, une jumelle. C'est euh, c'est fou. Quand ils étaient tout bébés, c'était difficile de savoir quelle était leur relation parce que au début, ils font pas très attention à ce qu'il y a autour d'eux. Quoique, j'ai une vidéo d'eux à la maternité où ils ont 2 jours et ils dorment, mais en se tenant la main et en se caressant, en jouant avec leurs doigts. Enfin, c'est la plus merveilleuse vidéo du monde pour moi. Au bout de 2, 3 mois, quand ils ont commencé à faire attention à leur entourage, mon papa m'a demandé, il me dit, mais tu trouves que, enfin, c'est comment entre eux? Je lui ai dit, bah, moi, j'ai l'impression que, tu vois, ils ont un bras, enfin, ils ont 2 bras, 2 jambes, et un frère jumeau. Enfin, on avait l'impression, quand ils étaient petits, que c'était une extension. Enfin, ils n'étaient pas étonnés de se voir l'un et l'autre, comme ils seraient pas étonnés de voir leurs bras et leurs jambes. Et t'avais l'impression que c'était une extension l'un de l'autre, quoi. Et en grandissant, enfin, ils ont toujours été proches. Jusqu'à la petite section de maternelle, ils ont toujours été ensemble, très peu séparés ou quelques heures par-ci par-là. Ils sont très différents, c'est des jumeaux dizygotes. Ils se ressemblent pas du tout, ni physiquement, ni dans leur tempérament. Il y en a un qui est un gros dormeur, l'autre un petit dormeur. Il y en a un qui mange de tout, l'autre qui est plutôt difficile. Il y en a un qui est très timide et l'autre plutôt extraverti. Ils sont vraiment très très différents. Mais ils ont toujours besoin, ils se sentent bien même quand l'autre n'est pas à côté, mais ils ont toujours besoin de savoir où est l'autre. S'ils sont pas ensemble, ils veulent savoir où est l'autre. À partir du moment où ils savent que tout va bien, ils sont tranquilles, ils ont besoin de savoir. Et aussi, ce qui est très drôle, c'est que dès qu'il y en a un qui se réveille le matin, il appelle l'autre pour le réveiller, pour jouer avec. Ils sont tout le temps en train de s'interpeller, de se chercher. Oui, ce que je trouve drôle, c'est que parfois ça s'est un peu calmé, mais il y a eu une phase où ils se chamaillaient vraiment énormément, quitte parfois à être un peu agressifs l'un envers l'autre. Il est arrivé, donc nous on a essayé de leur apprendre que c'était pas ok de se comporter comme ça, mais il y a eu des fois où il y en a un qui mettait une tarte à l'autre, ou qui le poussait, ou qui lui arrachait un peu violemment un jouet des mains. Et puis l'autre se met à pleurer très fort et super contrarié, super en colère. Et si nous, on grondait celui qui avait fait la bêtise, l'autre le défendait. Voilà, c'est vraiment trop mignon. Mais il n'y a pas cette fusion où ils font tout ensemble, tout en même temps, tout. Ouais. Non, non, ils sont malades chacun leur tour, heureusement. Ouais, non, ils sont, c'est ça, très proches sans être fusionnels. Mm. Tout à l'heure, tu disais qu'ils ont été ensemble jusqu'à la maternelle. Ça veut dire ensuite Oui. ils ont été séparés. Ils ont été ensemble en petite section, mais ils ont été séparés cette année en moyenne section. En petite section, on s'est beaucoup interrogé. Finalement, on s'est dit qu'on avait envie qu'ils soient ensemble. Je trouvais que ça faisait déjà beaucoup la rentrée en petite section, qu'ils avaient toujours été ensemble et que c'était pas la peine d'en rajouter, si possible, voilà, dans les changements. Donc, on a eu la chance, parce que je sais que c'est pas toujours le cas, mais d'avoir une directrice d'école qui était tout à fait ouverte et qui nous a dit on fait comme vous voulez.
Si vous voulez qu'ils soient ensemble, ok, ils seront ensemble. Il nous a dit, mais en revanche, on en reparle en moyenne section. Sous-entendu, on les séparera en moyenne section. On a dit oui, oui, et puis on s'est laissé l'année pour voir. Ça s'est bien passé, mais les instits ont assez vite, enfin l'instit en l'occurrence, nous a assez vite dit qu'il les séparait la journée pendant les activités, parce que sinon, ils avaient tendance à faire un peu un bloc et à pas trop se mélanger aux autres. Donc ils étaient dans la même classe, mais ils faisaient parfois des activités séparées et ça se passait très bien. Mais nous, quand même, on a eu envie à la fin de la petite section de qu'ils aient chacun leur classe. On pensait que c'était mieux pour eux, justement, pour qu'ils aient chacun leur espace à eux. Et donc depuis la moyenne section, ils sont séparés. Enfin, séparés. J'aime pas dire séparés, justement. Je leur ai pas dit qu'ils seraient séparés. Je leur ai dit qu'ils seraient pas ensemble. Pour moi, c'était important d'utiliser d'autres termes. Et le jour de la rentrée, j'étais hyper stressée. En moyenne section, je suis allée voir les maîtresses en leur disant, c'est la première fois qu'ils sont pas ensemble. Il a un frère jumeau dans une autre classe. Vous ferez attention. On les avait préparés. Le matin, en arrivant à l'école, ils ont un peu chougné en nous disant, je vais être avec mon frère, je vais être avec mon frère. Mais à la seconde où ils ont été chacun dans leur classe, ça a été un non-sujet. Enfin, vraiment, ça s'est super bien passé. Puis ils se voient à la cantine, ils se voient à la récré, ils se voient le soir, ils sont super heureux de se retrouver. Mais il y a vraiment, on a l'impression que ça leur convenait bien d'être chacun dans leur classe. Justement, quand ils se retrouvent, enfin, est-ce que tu le sais? Peut-être que tu le sais pas, mais quand ils se retrouvent en cours de récré, est-ce qu'ils sont ensemble ou est-ce que finalement chacun joue avec son groupe de copains? Je crois qu'ils n'ont pas toujours les mêmes récrés, et du coup, je sais pas exactement. Et j'ai remarqué que les enfants qui sont dans leurs classes respectives, quand ils en invitent un à leur anniversaire, souvent ils invitent l'autre. Enfin, visiblement, ils connaissent le jumeau quand même. Donc, donc c'est qu'ils doivent quand même passer beaucoup de temps ensemble. Et en t'écoutant, j'ai une autre question qui me vient. À l'extérieur de l'école, en fin de journée ou le week-end, ou même les vacances, est-ce qu'ils sont forcément tous les deux? Alors pour les vacances, en fait, pour la première fois cette année, les garçons vont passer une semaine pas ensemble. C'est plus une question pragmatique. Nous, on a 3 enfants. Jusqu'à présent, ça n'a pas pu être possible. C'était ni une volonté de les séparer, ni une volonté de les garder ensemble pendant les vacances. C'est juste qu'il y a la question s'est pas posée. Là, cette année, pour la première fois, ça se fait. Et pour le quotidien, en fait, on est plutôt pragmatique. On n'a pas forcément d'avis très tranché sur la question. Et ça se fait plutôt en fonction de nos contraintes, de ce qu'on a à faire, de leurs envies aussi. Cette année, ils ont commencé des activités extrascolaires. Il y a un des garçons qui a voulu faire du judo et l'autre qui a rien voulu faire. Eh ben, on a respecté ça. Pour la grande section là à venir, on les a inscrits à des activités ensemble parce qu'il y a une activité qu'ils voulaient faire ensemble et on peut pas non plus se couper en trois tout le temps et que ça devient vite une logistique compliquée et que du coup on les a mis au même créneau. Au début on voulait qu'ils aient chacun leur cours et puis après on s'est dit non mais en fait on peut pas emmener 3 enfants à 2 activités différentes chacun. Enfin c'est pas possible quoi. Donc on est plutôt pragmatique en fait. Je note en même temps tout tout ce que tu dis Ouais. pour moi. C'est peut-être pas ce qui convient à tout le monde, mais nous, on essaie de faire au plus simple, en fait. Je pense que c'est aussi très important dans la vie de parents en général et peut-être de parents de multiples en particulier. Faut aussi penser à soi. Je trouve que on a vite fait de s'oublier et que oui, peut-être que se dire qu'on les individualise à tout prix, peut-être que c'est très bien. Et peut-être que c'est important pour certains et certaines, mais parfois ça a un tel coût sur la vie familiale, le rythme, les contraintes, qu'en fait, moi je me dis, ils ont toute leur vie pour faire leur vie à chacun. Et c'est peut-être aussi je me suis vraiment posé ces questions-là à l'entrée en maternelle, une projection d'adultes de se dire qu'ils veulent absolument, qu'il faut qu'ils soient chacun individualisés ou pas. Enfin, je veux dire, ils ont leur vie, ils sont tout petits, ils ont toute leur adolescence, leur vie d'adulte, même leur enfance, pour chacun se créer leur propres relations, leurs propres activités, etc. Ça viendra en fait, et peut-être que, enfin, nous on essaye de se dire qu'un des critères principaux, c'est que ça convienne aussi aux parents au rythme de toute la famille. C'est-à-dire qu'on les garde pas non plus H24 ensemble parce que c'est plus simple de faire un lot.
vois. On essaie de trouver un équilibre entre les deux et d'être à l'écoute. Et puis parfois, on n'arrive pas à être à l'écoute parce que c'est trop difficile, que la vie est trop chargée, qu'il y a trop de contraintes. Et donc, bah, peut-être que ils l'ont jamais exprimé comme ça, mais peut-être qu'ils aimeraient être séparés. Et puis, bah, en Mm. fait, aujourd'hui, c'est pas possible parce qu'il y a qu'un parent à la maison pour 3 enfants. Et puis, voilà, c'est comme ça. Ouais, Et ouais, on se dit qu'il n'y a pas d'enjeu majeur là tout de suite, quoi. Les parents se mettent la pression, mais c'est aussi beaucoup la société qui nous la met. Et surtout quand on a des multiples de ah mais les jumeaux il faut absolument qu'ils soient séparés parce que déjà ce terme séparé qu'est-ce que c'est enfin les directeurs d'école qui n'ont aucune prérogative officielle qui décident que ouais. oui ou non il faut qu'ils soient ensemble mais à quel moment enfin je veux dire respectons chacun le rythme de chacun faisons au cas par cas en fait parce que chacun est différent et les gens qui nous disent parce que tout le monde a un avis, tout le monde est pédiatre, tout le monde est psychologue sur comment il faut faire. Donc les parents aussi subissent beaucoup de pression et c'est vraiment pas facile. Je reviens sur quelque chose que tu disais un peu avant. Tu disais que leur maître ou leur maîtresse disait qu'ils avaient peut-être tendance à faire bloc quand ils étaient Oui. dans la même classe. La question, Mm. c'est par rapport à Olivia, ta grande. Est-ce que tu as aussi cette impression? Alors moi, je t'avoue que quand j'ai appris que j'étais enceinte de 2 garçons, enfin on a été avec Romain soulagés. Enfin moi, peut-être que je me prenais plus la tête que lui, mais en me disant déjà le fait que ce soit pas 2 filles, déjà je sais pas, je me suis dit que ce serait probablement plus facile pour elle de trouver sa place. C'est peut-être bête, hein, mais je sais pas. Il y a un truc qui m'a tranquillisée. Je trouve que ça se passe plutôt bien. J'ai pas l'impression qu'il y ait un bloc dans la famille. Je pense que 3 enfants, quels qu'ils soient, jumeaux, pas jumeaux ou triplés, enfin triplés c'est différent, mais quoique j'en sais rien en fait. Mais je trouve que 3 c'est pas facile parce que souvent, même quand il y a 3 enfants, 3 copains, 3 copines, 3 cousins, souvent il y en a 2 ensemble et un qui est un peu exclu. En tout cas, chez nous, c'est assez variable. Globalement, Olivia, elle a du caractère et globalement, c'est elle qui donne la température. Eux vénèrent leur grande sœur, adorent leur grande sœur. Ils sont fascinés par tout ce qu'elle fait. Ils ont toujours envie d'être avec elle, avec ses copines et tout ça. Et c'est un peu elle qui dit, elle le dit pas, mais qui exprime quand elle a envie d'être plus avec l'un ou plus avec l'autre, sachant qu'il y a l'un des deux qui est plus facile entre guillemets pour elle, qui est un peu sa poupée. Elle le coiffe pendant des heures dans le bain, elle lui fait faire tout ce qu'elle veut. Donc pour elle c'est plus facile, mais ça peut tourner. En revanche, on a remarqué, dès qu'ils sont que tous les deux, les garçons, bah, il y a moins de conflits, il y a moins de cris, il y a moins de difficultés à être en relation quand ils sont à deux que quand ils sont à trois. Mais même quand c'est un des jumeaux qui est pas là, quand elle est seule avec un des garçons, c'est plus facile. Et quand les garçons sont tous les deux, et alors là, ils sont vraiment, je dis souvent à Romain, on dirait des chiots. Mais c'est pas péjoratif, hein, c'est plus que ils se chamaillent comme des petits chiots, ils se grimpent dessus, ils se titillent tout le temps, presque ils se mordillent. Enfin, c'est trop mignon. Mais j'ai plus l'impression que ça tient au fait qu'ils sont trois plutôt que le fait qu'il y ait des jumeaux et Olivia. Et puis, on essaie de passer du temps aussi avec elle, seule, pour qu'elle ait aussi tout son espace et toute sa place dans la famille. Avant-dernière question. Est-ce qu'il y a un défi que vous êtes fixé avec ton compagnon pour les mois ou les années à venir? Pas vraiment, parce que j'ai pas l'impression qu'on se soit interdit quoi que ce soit, qu'on se soit bridé. Enfin, on n'a rien fait d'extraordinaire. Enfin, d'extraordinaire si, on élève 3 enfants, mais quand même dans les trucs un peu fous. Bon bah voilà, ça fait 12 ans qu'on est ensemble, on a 3 enfants, et on a survécu à tout ça, donc on se marie dans 2 mois, tu vois. Voilà le truc Waouh, fou. bravo, Voilà, félicitations! merci. Euh, donc tu vois, pour mettre un point d'orgue à tout ça, on, on se marie alors que c'était absolument pas dans les plans à l'origine. Ah, et en fait, on est ravis de le faire maintenant parce qu'on est trop content de partager ça avec les enfants aussi. Moi, j'aurais jamais même pensé avoir des jumeaux dans ma vie, mais en fait, oui, on va pas se le cacher, c'est dur. Enfin, vraiment, c'est très dur, mais c'est génial. Enfin, je me dis qu'on a eu beaucoup de chance, quoi. Donc, voilà, même s'il y a des jours où c'est dur et on en a marre et on a envie d'aller voir ailleurs si on y est, de se dire que bah, c'est une chance et qu'on a envie de célébrer ça aussi tous ensemble, quoi. Ouais, Je comprends tout à fait. Et ma toute dernière question, ouais. toi, tu as une question que tu aimerais poser aux parents qui ont des enfants qui sont plus âgés que les tiens. Oui, mais alors ce serait vraiment beaucoup plus âgé. Je me demande comment évolue la relation gémellaire quand on est adulte, enfin quand on est ado aussi, en grandissant. Mais je m'interroge beaucoup sur ce que c'est d'avoir un jumeau ou une jumelle quand on est adulte. J'imagine que ça dépend des familles, mais ça me questionne beaucoup. Et je serais curieuse d'avoir des retours d'expérience de parents de grands jumeaux.
de grandes jumelles. Noté et ça sera posé et j'espère que tu auras soit des parents ou des jumeaux qui pourront aussi te livrer leur expérience et leur retour. Ouais, j'espère. Ça serait super. Bah, écoute, je te remercie énormément, Sarah. Ça me fait énormément plaisir d'avoir passé ce temps-là avec toi parce que tu es la première à avoir répondu à mon invitation. Je te remercie énormément. J'espère que tu as passé un agréable moment. Merci à toi. Oui, c'était très très agréable. C'est toujours sympa de se replonger dans ces moments-là, de partager ça avec quelqu'un qui connaît. Merci beaucoup. Merci à toi, Sarah. Merci d'être resté avec moi tout au long de cet épisode. Alors je vous rappelle la question de Sarah. Comment évolue la relation entre des jumeaux à l'adolescence et lorsqu'ils sont adultes? La question sera posée sur Jumeaux Triplé Plus, la page Instagram du podcast. Et en attendant de lire vos réponses, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.